Depuis que l'entreprise existe, les travailleurs se battent pour améliorer leurs conditions de travail dans le but d'écarter les risques pour leur santé. En 1952, la loi consacre ce combat en rendant obligatoire dans les entreprises privées d'au moins 50 travailleurs l'installation d'un comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, en abrégé le CSHE, plus souvent nommé le comité de sécurité et d'hygiène. Le comité de sécurité et d'hygiène a pour mission essentielle de rechercher et de proposer tout moyen pour que le travail s'effectue dans des conditions optimales de sécurité, d'hygiène et de santé. Son rôle est donc essentiellement préventif. Pour guider son action, le CSH dispose d'un instrument légal, le Règlement général pour la protection du travail, en abrégé le RGPT. Le RGPT est le recueil de toutes les dispositions légales concernant la sécurité, l'hygiène et l'embellissement des lieux de travail. Il est inspiré par un principe fondamental, le travail doit s'adapter à l'homme et non l'inverse. Signalons que le RGPT s'applique dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, qu'elles appartiennent au secteur public ou privé. Le comité de sécurité et d'hygiène est un organe paritaire. Il est composé pour moitié de délégués des travailleurs. Le patron et ses représentants constituent l'autre moitié. Participent également à ce comité le chef du service de sécurité et le médecin du travail. Les délégués sont élus par les travailleurs tous les 4 ans lors des élections sociales sur des listes proposées par les organisations syndicales représentatives, c'est-à-dire la FGTB, la CSC et la CGSLB. Le nombre de délégués est fonction du nombre de travailleurs dans l'entreprise. Signalons que dans les entreprises de moins de 50 travailleurs, ce sont les délégations syndicales qui assument les missions du CSH. Les délégués du comité de sécurité et d'hygiène font respecter la législation en matière de sécurité, d'hygiène et de santé. En d'autres termes, ils font appliquer le règlement général pour la protection du travail, considéré par les travailleurs comme un seuil légal minimum en dessous duquel il ne faut pas descendre. Que fait un délégué au comité de sécurité et d'hygiène? Le premier rôle qu'on peut se présenter est celui de la prévention contre les accidents. Le second est celui de veiller à la santé des travailleurs. Et le troisième est celui de rapporter toutes les plaintes du travailleur au niveau du comité de sécurité et hygiène. En fait, le délégué du comité de sécurité et d'hygiène est principalement là pour traduire au sein du comité de sécurité et d'hygiène, donc c'est-à-dire vers le patron, les revendications des travailleurs pour l'amélioration des conditions de sécurité et d'hygiène dans l'entreprise, mais aussi l'amélioration de leur sécurité sur le lieu du travail. Le rôle d'une déléguée en sécurité et hygiène, c'est de protéger les gens, d'écouter tout ce qu'ils vous racontent qui ne va pas, pour pouvoir à la réunion informer tout le monde, le chef de sécurité, bon, où il y aura lieu d'agir en cas d'accident. Le patron assure la présidence du comité de sécurité et d'hygiène. Il désigne ses représentants au sein du comité. Avant le 1er novembre de chaque année, il fait connaître au comité son plan annuel d'action en matière de sécurité et d'hygiène, en d'autres termes, les priorités pour l'année à venir. Le patron est le responsable de la sécurité et de la santé des travailleurs dans son entreprise. Ma conception est que l'employeur doit définir une politique de responsabilité directe, responsabilité active. Il y a bien sûr un côté négatif ou un côté passif à la responsabilité. C'est celle qui considérerait qu'une fois l'accident arrivé, eh bien l'entrepreneur doit payer et doit être traduit en justice. C'est le côté négatif des choses. J'entrevois plutôt une responsabilité active qui va au-devant des problèmes, qui prévoit les problèmes et qui les résout avant qu'ils n'arrivent.
Le chef de la sécurité est le responsable du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, en abrégé de service SHELT, qui doit être instauré dans chaque entreprise, si petite soit-elle, un travailleur suffit. Il assure le secrétariat du CSH, il est le conseiller du comité, il est chargé avec le médecin du travail de l'information et de la formation des travailleurs. Il veille à l'application de la législation en matière de sécurité, d'hygiène et de santé sur les lieux de travail. Le rôle du chef de service de sécurité est évidemment très multiple. Il a un rôle légal, mais je dirais que le rôle essentiel dans une entreprise comme la mienne, par exemple, c'est la prévention des accidents. Les accidents sont soit des accidents humains, ce qui est évidemment le plus dramatique, et soit aussi les accidents matériels. Donc nous avons pour rôle de prévenir ces deux genres d'accidents. Ça, c'est la définition théorique. En pratique, je dirais que le rôle du chef de service de sécurité, c'est de conseiller et d'animer la hiérarchie et les membres du personnel, ainsi que les techniciens qui conçoivent les installations, pour justement intégrer la sécurité dans leur métier de tous les jours. C'est donc une mission de stimulation des véritables responsables de la sécurité que sont en fait les membres de la hiérarchie. Selon la taille de l'entreprise, le médecin du travail fait partie d'un service médical d'entreprise, le SME, ou d'un service médical interentreprise commun à plusieurs entreprises, le SMI. Il exerce une médecine essentiellement préventive au service des deux missions principales que la loi lui confie, la surveillance médicale des travailleurs et la surveillance sanitaire des lieux de travail. Alors, il faut savoir que la médecine du travail est une médecine essentiellement préventive dont l'objectif ultime est de prévenir tout risque lié aux conditions de travail qui pourrait affecter la santé du travailleur. Pour cela, le règlement général pour la protection du travail prévoit des missions légales pour le médecin du travail et je voudrais dans cette interview en isoler deux qui sont parmi les plus importantes. La première, c'est tout d'abord la connaissance du travailleur dans son milieu de travail. Et la deuxième mission, c'est bien entendu la connaissance du milieu de travail lui-même. Nous sommes en présence ici d'une réalisation concrète du comité de sécurité et d'hygiène. Ce nouveau CLAT, quelques détails ont été modifiés par rapport à l'ancien, mais quelques détails qui ont vraiment toute leur importance pour la santé du travailleur. En fait, vous voyez devant vous ici l'exemple d'une des réalisations du comité de sécurité et d'hygiène qui a été fortement influencé par celui-ci lors du renouvellement de location des auto-leveurs. Qu'avons-nous décidé de changer, puisque l'état du terrain n'est pas vraiment idéal dans cette usine? C'est de placer dans les meilleures conditions possibles le conducteur, lui permettant ainsi de donner un meilleur rendement et au niveau de la santé avoir le maximum de garantie. Qu'avons-nous changé pour cela? Nous avons donné à ce CLAT une cabine indépendante, nous avons donné un siège hydraulique qui est réglable suivant le poids du chauffeur, nous avons donné une meilleure conduite et une manière économique la plus parfaite en pouvant régler au niveau de la direction. Nous avons également des suspensions au niveau des flèches par un amortisseur au gaz, ce qui permet aux chefs de travailler sur celle-ci et de ne pas avoir les répercussions au niveau du conducteur. Et nous avons également l'échappement qui s'effectue vers le haut plutôt que vers l'arrière, ce qui est un avantage également. Alors vous êtes un utilisateur du CLAT, vous avez utilisé l'ancien et le nouveau. Est-ce que vous avez senti la différence au niveau du dos? Oui, une nette différence. Bon, la fatigue est moindre, puisque le siège travaille au poids de l'homme. Et alors, comment dire, on ressent moins les chocs dans le dos. Avant, sur les anciens autoleveurs, nous prenons tous les chocs. Maintenant, on ne le prend plus. C'est ce qui est déjà agréable pour nous de conduire, pour la conduite. Et alors, les anciens conducteurs d'autoleveurs sont recyclés sur le parc maintenant, puisqu'ils sont pris du dos, ils ont des maladies professionnelles. Pour le dos, ils ne peuvent plus conduire les CLAT. Sinon, il y a une nette amélioration par rapport à avant. Est-ce que c'est rentable de s'occuper de sécurité et d'hygiène? Et pourquoi, en fait, un employeur s'en soucierait-il? L'employeur, au niveau rentabilité de la sécurité et hygiène, doit le faire sous deux angles.
Le premier dont je vous ai parlé tantôt, le niveau social. Et maintenant, si nous voulons examiner uniquement le point de vue rentabilité, il est certain que quand quelqu'un est blessé, ça coûte cher. Ça coûte cher parce qu'il faut réparer et dédommager le préjudice qu'il a subi. En plus, ça crée dans l'usine une perturbation qui entraîne beaucoup de frais. Donc effectivement, la sécurité et hygiène améliorée est rentable. À cette machine-ci en particulier, il y a eu un accident. Comment est-ce que vous avez agi? Eh bien, c'est-à-dire qu'on a eu un accident. La travailleuse, en poussant la pâte, a coincé son doigt dans le laminoir et alors, bon, elle a été blessée. Donc, nous avons parlé au conseil de sécurité hygiène qu'on devait mettre une protection. Alors, comme ça, sa main ne s'est plus rentrée dans le laminoir au moment où elle pousse les pâtes. C'est un travail dur que vous faites. Oui, monsieur. Alors, ça a quelques risques, ce travail. Oui. Qu'est-ce... Et il y a aussi les poussières, en fait. Et vous-même, vous en souffrez? Oui. Oui. Expliquez un peu. Parce qu'il y a quand même 32 ans que je shoot dans l'établissement avec qui a beaucoup de poussière et des gaz et des fumées. Hein. Et qu'est-ce que vous avez? Un blanchiment chronique. Alors ça c'est le problème type du comité de sécurité et d'hygiène. Oui. Dans ce problème, il y a un certain temps que nous nous battons avec la direction pour obtenir un moyen de protection pour ces travailleurs. Comment y sommes-nous parvenus? Nous avons saisi le comité de sécurité et d'hygiène qui a fait venir sur place le médecin du travail, qui a fait des analyses et qui a constaté qu'il fallait absolument améliorer le poste de travail. C'est ainsi que prochainement, les travailleurs de cet endroit recevront des aspirations de fumée et des extractions de poussière pour se protéger des risques dont on vient de parler. Est-ce que le chef de sécurité dispose de moyens financiers pour solutionner des problèmes? Un chef de sécurité, normalement, devrait être au-dessus des moyens financiers, mais toute entreprise devant vivre avec un bilan, il est quand même soumis à certaines contraintes budgétaires qui, dans certaines limites, doivent être effacées quand le risque est trop grand. L'introduction d'un risque majeur, la question de budget ne joue pas, mais lorsqu'il y a certains risques mineurs, je vais dire, et où on peut discuter, ça devient un échange entre la direction et le chef de sécurité pour voir quelle serait la solution la plus favorable et souvent la plus économique pour l'entreprise. Mais ça ne répond pas à ce que le RGPT demande, et surtout au niveau 54 quater, où il y a annulation complète du risque dans une entreprise. Le chef de sécurité ou le service de sécurité dans son ensemble doit agir en toute indépendance par rapport aux travailleurs et à l'employeur. Est-ce que c'est un rôle que vous assumez facilement? Ce n'est pas toujours facile d'assumer ce rôle tous les jours. Nous avons aussi des situations de conflit dont nous devons tenir compte. Enfin, essentiellement, nous l'assumons avec une certaine psychologie du travailleur, avec une certaine philosophie de l'équilibre entre les deux parties. Je dirais que nous basons cette indépendance surtout sur nos qualités personnelles. Et je crois que la garantie pour avoir une indépendance dans cette fonction, c'est justement le fait que le comité de sécurité, qui est donc paritairement composé du patron et des délégués syndicaux, a donc le choix préalable des candidats pour les désigner comme chef de service sécurité. Et aussi, c'est un petit peu la menace de la sanction. Pour être indépendant, c'est aussi qu'il faut convaincre tout au long de son rôle et ne pas transgresser les lois de la dépendance qui pourraient alors conduire à l'écartement du chef de service sécurité, ce qui est dans le pouvoir justement du comité de sécurité.
nous avons pu voir deux types de presse, une moderne comme vous dites et une plus ancienne. Alors quels sont les risques de la manuelle et quelles sont les améliorations apportées à la nouvelle? L'ancienne presse, donc la manuelle, sollicitait beaucoup d'eau et au niveau des bras provoquait des tendinites. En plus, il se trouverait au niveau des mains une zone dangereuse qui est la zone de choc. Dans la nouvelle, vous avez pu constater que cette zone-là est hors de la presse, donc plus de zones dangereuses et plus de manipulation. Tout se fait automatique. Tu nous montres, ça veut dire qu'il ne va pas, tu nous montres la poussière. Je sais bien, hein? Je sais bien, mais tu travailles là-dedans. Oh, il a mis les tuyaux là. Il a emmené les tuyaux? Oui. Quand je travaille dedans, il a mis les baillots là. L'aspirateur. L'aspirateur, je n'ai pas d'aspirateur pour le moment. Pour le moment, je Mais n'ai pas tu d'aspirateur. as vu qu'on est venu l'autre jour avec le médecin du travail, c'est Oui. sur le terrain, et qui a fait une analyse des Oui. poussières, et qui a fait des prélèvements, même au niveau du bruit. Et on en a discuté au niveau du comité de sécurité d'hygiène. Oui, c'est ça. La semaine prochaine, on va venir sur le terrain Oui, c'est et ça. on va apporter des aspirateurs. On va faire Oui, des c'est essais ça. J'attends d'aspiration. toujours. Oui, j'attends toujours. En attendant, pour le moment, comme il n'y en a pas, il a mis les tuyaux. Il travaille pour partir la On prochaine. nous a promis que ça allait être fait rapidement. J'ai toujours à attendre, voilà. La loi impose que le médecin du travail agit en toute indépendance morale par rapport aux travailleurs et à l'employeur. Est-ce que c'est facile à réaliser? C'est en toute indépendance technique et Et morale. morale. Enfin, je vais répondre à votre question. Je crois qu'il y a deux garde-fous pour essayer d'arriver à cette notion. C'est tout d'abord la compétence scientifique du médecin. Et le deuxième garde-fou, il faut bien le dire, ça c'est personnel, mais c'est sa conscience. Je dois vous dire que, en ce qui me concerne, et jusqu'à présent, je n'ai jamais subi la moindre contrainte, que ce soit du côté des employeurs et du côté des organisations syndicales, pour essayer d'influencer un problème dans telle ou telle direction. S'il avait été instauré en 1992, le comité de sécurité et d'hygiène aurait sûrement dans son appellation le terme environnement, dénomination plus actuelle. En effet, le combat pour la sécurité et l'hygiène est un combat pour l'environnement immédiat du travailleur, dans le but de préserver sa santé. Ce combat est aujourd'hui de plus en plus prolongé par le souci des travailleurs pour l'environnement extérieur à l'entreprise. L'accord conclu dans l'industrie chimique entre les travailleurs et le patron va dans ce sens et fait de l'environnement une mission syndicale. L'accord engage patrons, syndicats du secteur de la chimie. Pour la première fois, c'est une convention qui a été négociée entre les ouvriers, les employés et leur patronat. Vous savez que la chimie n'a pas une bonne image de marque. Depuis des années, nous nous posons la question de savoir si nous sommes à l'abri des grandes catastrophes. Et nous voulons, nous aussi, concilier dans la pratique les aspects économiques, sociaux et les aspects d'environnement. La législation actuelle, avec l'évolution de la régionalisation, reconnaît de moins en moins les compétences dans les problèmes de nuisance des conseils d'entreprise et des comités d'hygiène. La grande portée de cet accord, c'est que la reconnaissance des conseils d'entreprise et des comités d'hygiène est assurée. Deuxième portée de cet accord, le droit à l'information et à la formation des travailleurs. Troisième portée de l'accord, c'est l'attention qu'il faut avoir en matière de sécurité, de protection de la santé, notamment par rapport aux dangers que représentent des entreprises extérieures, non averties, non informées du danger que représente le secteur de la chimie. Et enfin, je pense que c'est un appel au pouvoir public, de manière notamment à renforcer les moyens de contrôle, les inspections techniques, les inspections médicales qui sont mal équipées, qui n'ont pas suffisamment, me semble-t-il, de moyens financiers et humains. Alors, donc on peut dire que cet accord est vraiment une avancée importante pour le monde du travail. Certainement, oui. Certainement parce que nous étions dans des difficultés juridiques. Vous savez que l'environnement est une matière qui est régionalisée. Les représentants des travailleurs dans les entreprises
fonctionne toujours dans le cadre de législation nationale et je pense qu'à terme, il faudra que l'on sache que les organisations syndicales, elles aussi, ont de l'attention pour les problèmes d'environnement. Nous refusons les choix de facilité, mais nous refusons également les abus de la part des entreprises. Et sur ce plan-là, en effet, nous considérons avoir fait une étape très importante. Voilà 34 ans que vous vous occupez de sécurité, d'hygiène et de santé des travailleurs. Alors dans ce domaine, comment a évolué la prise de conscience? Et pendant plusieurs décennies, voyez-vous, lorsqu'on parlait de sécurité à l'employeur, l'employeur c'était toujours un problème de coût. Du côté des travailleurs et parfois de leurs représentants, on imaginait que la sécurité, l'accident de travail, c'était un petit peu la rançon du travail. Et la crise que la sidérurgie a connue au début des années 1980 a fait que nous avons pris conscience dans le domaine de l'amélioration des conditions de travail qu'il y avait énormément de choses à faire. Du quantitatif, nous sommes plutôt dirigés vers le qualitatif. Et les organisations syndicales, nous sommes arrivés à sensibiliser l'employeur au coût prohibitif que représentaient les accidents de travail dans une entreprise telle que la nôtre. D'un autre côté, il est bien entendu que nous ne sommes pas restés inactifs. Nous avons mené une série d'actions au niveau des travailleurs pour mieux les conscientiser et faire apparaître que finalement, leur santé, c'était leur seul capital. La sécurité a d'ailleurs été intégrée aujourd'hui dans la gestion de l'entreprise. Et l'on peut même dire qu'elle est placée au même niveau que la qualité du produit. Car l'employeur, en 1992, à Coquerel-Sambre-Liège, n'hésite pas à déclarer que si nous sommes médiocres dans le domaine de la sécurité, nous serons médiocres au niveau du climat social. Par conséquent, nous aurons une mauvaise productivité, nous aurons une mauvaise qualité du produit, donc nous aurons des coûts beaucoup trop élevés. Par conséquent, à l'heure actuelle, pas de qualité totale du produit sans qualité totale de la sécurité. Pour vous, 92 est une année importante, vous êtes pré-pensionné cette année. Alors, comment voyez-vous l'avenir de la sécurité qui va se faire sans vous? Oui, mais voyez-vous, je crois qu'il ne faut jamais oublier les anciens. Mon prédécesseur avait semé une petite graine. Et je me suis efforcé pendant une bonne dizaine d'années en tant que responsable sécurité FGTB d'arroser cette petite graine, mais elle a germé. À l'heure actuelle, bien entendu, de nouveaux problèmes se posent, notamment le problème de l'environnement interne dans l'entreprise, de l'environnement externe qui demain sera pris en compte par les organisations représentatives des travailleurs. Il y a aussi bien entendu un problème de charge mentale, car les technologies ont évolué fortement ces dernières années. On a de moins en moins de travailleurs qui se trouvent dans des situations lourdes, pénibles, insalubres, mais on a de plus en plus de travailleurs dans des cabines qui ont parfois à contrôler plusieurs terminaux, voire 10, 12 terminaux dans une cabine, et la charge mentale est très importante. Donc ça, c'est un domaine dans lequel l'organisation syndicale aura encore un certain nombre de travaux à réaliser. Par contre, je m'en vais véritablement serein dans la mesure où, grâce d'ailleurs à la Fédération des métallurgistes de Liège, 5 délégués de base ont suivi la formation de chef de sécurité de niveau 2. Ça augure bien de l'avenir et véritablement, vous avez en face de vous un homme heureux. Voici votre téléinforme FGTB Sécurité du 21 au 27 février 1992. Voici quelques mois, nous dénoncions l'état de vétusté du centre de formation se trouvant rue Glacière à Serein. En effet, celui-ci ne répondait plus aux normes d'hygiène, de sécurité, mais surtout ne répondait plus au profil pédagogique mis en œuvre par l'entreprise. Bonne nouvelle. Nous venons d'apprendre que la direction générale de l'entreprise avait accordé un crédit de 50 millions pour la construction d'un nouveau centre de formation. Celui-ci sera construit sur le site de l'hôpital d'Ougré. Autre bonne nouvelle, pour le mois de janvier 1992, le taux de fréquence des accidents chômants est de 17 et le taux de gravité partielle de 0,3. Soyons chauvins.
c'est la première fois dans l'histoire de Coquille-Sambre-Liège que nous obtenons d'aussi bons résultats. Moins d'accidents de travail, moins de souffrances, moins de travailleurs handicapés. Bravo à tous les travailleurs et continuons le combat pour éliminer l'accident du travail et améliorer nos conditions de travail.